Voici Timur Akbulut, ancien combattant formé par l'armée, prospect des Hells Angels. Et aujourd'hui, il comparaît devant un tribunal allemand parce qu'il a tiré 4 balles dans la tête d'une légende des bandidos nommée Ashley Elten, à un feu rouge à Duisburg. La fusillade a déclenché l'une des guerres de bikers les plus sanglantes de l'histoire allemande. Mais, au lieu de montrer du remords, Timur maintient son innocence. Je regretterais si j'avais fait quelque chose de mal. Mais, comme je me suis défendu, je n'ai rien à regretter. C'est peut-être malheureux qu'une mère ait perdu son fils, mais mieux vaut que ce soit sa mère qui pleure que la mienne. Mais comment un gamin de rue turque de Duisburg s'est-il retrouvé ici? Et quel sera le prix de ce procès pour lui? Voici son histoire. Le coup de feu qui a tout changé. C'était le 8 octobre 2009, et Timur Akbulut venait de terminer son service comme videur à Duisburg, en Allemagne. Il s'est mis au volant avec son frère sur le siège passager et a commencé à rouler dans le quartier rouge de la ville, une zone qui était partagée entre des clubs de motards rivaux depuis des années. Les Hells Angels contrôlaient certains pâtés de maison tandis que les bandidos en contrôlèrent d'autres, et tous ceux qui vivaient dans ce monde savaient exactement où étaient tracées les limites. Mais Timur n'était pas là pour maintenir la paix. En s'approchant d'un feu rouge près du clubhouse des bandidos, il a fait rugir son moteur. C'était bruyant, volontaire, impossible à ignorer. Le son a résonné contre les bâtiments et a annoncé sa présence à tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Dans le monde des hors-la-loi, c'était une provocation. Quand le membre des bandidos Ashley a entendu le moteur, il est sorti avec un couteau à la main. Lui et Timur s'étaient déjà croisés auparavant, et chaque rencontre s'était mal terminée. Menaces, insultes, défis. Une rivalité se construisait depuis des mois, peut-être des années. Les deux hommes savaient que tôt ou tard, l'une de ces rencontres serait la dernière. Quand Ashley est arrivé à la voiture, il a commencé à crier. « Na komm, Mac, schieß doch! Allez, fais-le, tire !» Un défi comme celui-là ne pouvait pas être ignoré. Si Timur reculait devant des témoins et devant le clubhouse des bandidos, il perdrait le respect. Et dans ce monde, perdre le respect signifiait tout perdre. Timur a saisi son arme. 4 coups de feu ont brisé le silence de la nuit. Une balle a frappé Ashley à l'arrière de la tête, et la légende des bandidos s'est effondrée sur le trottoir pendant que le sang se répandait sous lui. Le feu est passé au vert, et Timur s'est éloigné dans la nuit, laissant Ashley agonisant derrière lui dans la rue. Ashley Elten a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais n'a jamais repris connaissance. Il était mort. Cette fusillade allait bientôt déclencher une vague de violence qui engloutirait le monde criminel allemand. En quelques semaines, 50 Hells Angels, armés de matraques, ont pris d'assaut un bar fréquenté par les bandidos, dans le quartier rouge de Duisburg. Quelques heures plus tard, une grenade a été lancée à travers la fenêtre d'un clubhouse des Hells Angels, à Solingen. La paix fragile entre les deux clubs avait volé en éclats, et Timur Akbulut, un videur turc devenu prospect des Hells Angels, avait allumé la mèche. Mais la police était à ses trousses. Timur savait qu'il ne pourrait pas fuir éternellement. La fusillade s'était produite devant des témoins, et chaque biker en Allemagne savait qui avait tiré. Ce n'était qu'une question de temps avant que les autorités ne le rattrapent. Alors Timur a pris une décision. Il s'est rendu à la police et s'est préparé à affronter les conséquences de ce qu'il avait fait à ce feu rouge. L'ascension des guerres de rockers. Pour comprendre comment Timur Akbulut s'est retrouvé à ce feu rouge avec une arme à la main, il faut revenir à la fin des années 1990, lorsque le monde criminel allemand était sur le point d'exploser. Pendant des années, les Hells Angels avaient dominé la scène des clubs de motards hors la loi en Allemagne. Ils contrôlaient les activités lucratives des quartiers rouges, prostitution, trafic de drogue, raquettes de protection et boîtes de nuit. Ils géraient ces opérations avec peu d'interférences, et la vie était bonne. Tout a changé en 1999 lorsque les bandidos sont arrivés. Lorsque les bandidos ont décidé de s'étendre en Allemagne,
Ils n'ont pas demandé la permission ni négocié le territoire. Ils ont simplement absorbé des clubs de motards existants et déclaré leur présence. En quelques mois, des chapitres des Bandidos ont émergé dans tout le pays, s'installant dans des villes où les Hells Angels opéraient sans opposition depuis des décennies. L'expansion était agressive, intentionnelle et conçue pour provoquer une réaction. Les Hells Angels ont réagi exactement comme prévu, par la violence. Duisburg est devenu l'un des principaux champs de bataille. Cette ville industrielle de la région de la Ruhr possédait un quartier rouge florissant valant des millions, et celui qui contrôlait ces rues contrôlait l'argent. Lorsque les Bandidos ont installé un clubhouse au cœur du territoire, les Hells Angels ont refusé de céder du terrain. Ce qui a suivi, ce sont des années de violence croissante, passages à tabac devant les boîtes de nuit, fusillades en voiture, incendies criminels et intimidation des propriétaires de commerce. La police a eu du mal à contenir la situation, car chaque arrestation alimentait de nouvelles représailles et chaque acte de violence appelait une réponse. Les Hells Angels ont compris qu'ils avaient besoin de renforts. Ils ne pouvaient pas mener cette guerre avec leurs membres existants seuls, alors ils ont commencé à recruter massivement et ont enfreint leurs propres règles traditionnelles sur qui pouvait rejoindre le club. Historiquement, les Hells Angels allemands étaient sélectifs, privilégiant les membres ayant de solides liens avec la culture biker. Mais la guerre contre les Bandidos a changé ce calcul. Ils avaient besoin de soldats capables de se battre et de corps prêts à se tenir en première ligne. Alors ils ont commencé à accepter des étrangers. C'est là que Timur Akbulut a eu sa chance. Timur Akbulut travaillait comme videur dans une boîte de nuit à Duisburg lorsqu'il a rencontré pour la première fois les Hells Angels. Un soir, un groupe d'entre eux s'est arrêté devant le club où ils travaillaient, motos alignées, gilets en cuir avec le logo de la tête de mort. L'atmosphère a immédiatement changé. Timur se tenait à la porte et ressentait à la fois le danger et la fascination. Ce n'étaient ni pas de simples motards. C'étaient des hommes qui imposaient le respect par la peur, qui vivaient selon leurs propres règles, qui prenaient ce qu'ils voulaient. Les Hells Angels l'ont remarqué aussi. Timur s'était forgé une réputation dans la vie nocturne de Duisburg comme un combattant entraîné de kickboxing et de muay thai qui ne reculait pas face aux confrontations. Plus important encore, il opérait déjà sur le territoire des Bandidos, ce qui signifiait qu'il comprenait les enjeux. Bientôt, les Hells Angels ont commencé à inviter Timur à des réunions et à lui présenter la structure du club. Et ils ont vu en lui un potentiel, un soldat loyal, un exécuteur qui ne reculerait pas lorsque la violence serait nécessaire. Timur est devenu l'un des premiers prospects étrangers du chapitre de Duisburg. Être prospect signifiait faire ses preuves en portant un patch différent, en obéissant aux ordres, en accomplissant les tâches dangereuses et en ne remettant jamais rien en question. Par-dessus tout, il ne fallait jamais reculer. Pour Timur, l'attrait a été immédiat. Des années plus tard, dans une interview depuis la prison en 2014, il a expliqué sa motivation en termes simples. Pourquoi travailler toute sa vie pour 100 €? En tant que Hells Angel, tu vis quelque chose de nouveau chaque jour. L'argent en faisait partie, mais il y avait aussi le respect, le pouvoir et le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Les Hells Angels lui ont offert une famille, un but et une place dans une guerre qui consumait le monde criminel allemand. Timur a accepté, a enfilé le patch de prospect et s'est avancé en première ligne de la guerre des bikers. Il opérait en territoire ennemi chaque jour, passant devant des clubhouses des Bandidos, travaillant aux portes dans leur quartier et faisant connaître sa présence. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne croise l'un de leurs membres les plus dangereux. Son nom était Rudi Heinz, Ashley, Elten, mais tout le monde l'appelait Ashley. La rivalité avec Ashley commence Rudi Heinz. Ashley Elten se faisait appeler Ashley. Il avait 32 ans en 2009 et était déjà une légende chez les Bandidos. Avant le club de motards, il avait été hooligan à Gelsenkirchen, se battant dans les rues lors des matchs de football. Il connaissait la violence. Il avait bâti sa réputation dessus,
Lorsqu'il a rejoint les Bandidos, cette réputation n'a fait que grandir. Ashley était le genre d'homme qui ne reculait pas, ne négociait pas et n'oubliait jamais une insulte. Dans le monde des bikers, cela le rendait dangereux. À Duisburg, cela le rendait intouchable, jusqu'à ce que Timur Akbulut apparaisse. Le moment exact où leur rivalité a commencé remonte à une confrontation où Timur a attrapé un gilet des Bandidos. Dans le monde des clubs de motards hors la loi, toucher le gilet d'un autre club est l'insulte ultime. C'est une violation d'un territoire sacré, un défi direct à tout ce qu'il représente. Que Timur l'ait attrapé accidentellement lors d'une altercation ou délibérément comme provocation n'avait aucune importance. Ashley y a vu un manque de respect qui exigeait une réponse. Le deuxième incident impliquait une femme. Les deux hommes étaient apparemment intéressés par la même femme qui fréquentait la vie nocturne de Duisburg. Dans un monde où l'honneur et la réputation signifient tout, la rivalité amoureuse a ajouté du carburant personnel à un feu déjà dangereux. Ce qui a suivi, ce sont des mois de provocations croissantes. Ils se rencontraient devant les clubs, dans les rues, lors d'événements de bikers. Chaque rencontre se terminait par des menaces, des insultes et des démonstrations de force. Aucun des deux hommes ne reculait, car reculer signifiait perdre la face. Et dans le monde des bikers, perdre la face pouvait vous coûter la vie. Puis Timur est passé à un autre niveau. Il a publié des photos sur les réseaux sociaux où il faisait des gestes obscènes devant le clubhouse des Bandidos. La situation était compliquée par le statut de Timur en tant que prospect. Il n'était pas encore un Hells Angel à part entière, ce qui signifiait qu'il avait encore plus à prouver. Les prospects étaient censés être plus agressifs, plus prêts à prendre des risques, plus disposés à défendre l'honneur du club. Si Timur reculait face à Ashley, cela prouverait qu'il n'était pas digne du patch. Son avenir chez les Hells Angels dépendait de sa capacité à tenir sa position quoi qu'il arrive. Ashley comprenait cette dynamique, ce qui le poussait à aller encore plus loin. Il savait que Timur ne pouvait pas reculer sans détruire sa propre réputation. En octobre 2009, la rivalité avait atteint un point de rupture. La nuit, où tout a explosé. Le 8 octobre 2009 a commencé comme une nuit ordinaire pour Timur Akbulut. Il a effectué son service de videur dans une boîte de nuit à Duisburg. Et lorsqu'il s'est terminé, il est monté dans la voiture avec son frère et a commencé à rentrer chez lui en traversant le quartier rouge. L'itinéraire les faisait passer devant le clubhouse des Bandidos, un bâtiment que tout le monde à Duisburg savait éviter. Timur ne l'a pas évité. Il s'est dirigé droit vers lui. En s'approchant, il a fait rugir son moteur bruyamment, le son résonnant contre les bâtiments et annonçant sa présence à tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Après des mois de tension croissante avec Ashley, Timur envoyait un message et Ashley l'a entendu. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en quelques secondes. Ashley est sorti avec un couteau, des mots ont été échangés, puis 4 coups de feu ont brisé la nuit. Une balle a frappé Ashley à l'arrière de la tête et la légende des Bandidos s'est effondrée sur le trottoir pendant que le sang s'accumulait sous lui. Le feu est passé au vert. Timur est parti, laissant Ashley mourir dans la rue. Pendant les 24 heures suivantes, le monde souterrain de Duisburg a retenu son souffle. La police a lancé une vaste chasse à l'homme tandis que les Bandidos se mobilisaient et juraient vengeance. Les Hells Angels sont passés en mode défensif, protégeant les leurs tout en essayant d'évaluer les dégâts. Tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une fusillade entre deux hommes. C'était l'étincelle qui pouvait déclencher une guerre totale. Le 9 octobre, le lendemain de la fusillade, Timur a pris une autre décision. Avec son avocat présent, il s'est rendu dans un commissariat et s'est livré. À ce moment-là, Ashley Elten était déjà mort à l'hôpital des suites de sa blessure par balle à la tête. La fusillade au feu rouge n'était pas seulement la fin de la vie d'Ashley Elten. C'était le début d'une réaction en chaîne qui allait déchirer le monde criminel allemand pendant des années. L'accord de paix de 2008 entre les Hells Angels et les Bandidos, laborieusement négocié pour éviter précisément ce type de violence, a été brisé par ces 4 coups de feu. La trêve fragile avait disparu. Et Timur Akbulut
Le videur turc devenu prospect des Hells Angels était devenu l'homme le plus recherché du monde souterrain allemand. Les conséquences. La nouvelle s'est répandue dans la scène biker allemande en quelques heures. Ashley Elten, une légende des Bandidos, avait été abattu d'une balle dans la tête par un prospect des Hells Angels. Les appels téléphoniques ont commencé immédiatement, alors que les chapitres des Bandidos à travers l'Europe étaient informés. Le message était simple. L'un de leurs frères avait été assassiné et quelqu'un allait payer. Les Hells Angels savaient ce qui allait suivre. Les représailles étaient inévitables et les Bandidos venaient de perdre l'un de leurs membres les plus respectés. Les clubhouses à travers l'Allemagne se sont verrouillés. Les membres sont restés armés et se déplaçaient en groupe et personne ne sortait seul. Les deux clubs se sont mobilisés et Duisburg s'est transformé du jour au lendemain en camp retranché. La police a envahi les rues. Si les Bandidos décidaient de riposter immédiatement, la violence pouvait devenir incontrôlable. Des voitures de patrouille se sont positionnées devant les deux clubhouses, tandis que des agents en civil surveillaient les lieux fréquentés par les bikers. Le quartier rouge de la ville, habituellement animé, est devenu étrangement silencieux alors que les civils restaient chez eux et que les commerces fermaient tôt. Puis est venu le 16 octobre 2009, les funérailles d'Ashley Elten. Environ 1500 bandidos venus de toute l'Europe ont convergé vers Duisburg pour la cérémonie, ce qui en a fait le plus grand rassemblement de bikers de l'histoire allemande. L'opération policière a coûté 600 000 € et a mobilisé des centaines d'agents, des hélicoptères tournant au-dessus, des barrages routiers sur les grands axes et des unités anti-émeutes prêtes à intervenir. Le cortège funéraire a traversé Duisburg comme un convoi militaire avec des centaines de motos rugissant à l'unisson. Des bandidos d'Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique et de France avaient de fait le déplacement pour pleurer leurs frères et envoyer un message. Nous nous souvenons, nous ne pardonnons pas et nous n'oublions pas. La police a maintenu une présence massive tout au long de la journée, gardant les membres des Hells Angels à distance. La journée s'est déroulée sans incident majeur, mais tout le monde savait que ce n'était pas fini. Les funérailles avaient transformé Ashley d'un membre du club en martyr, et les martyrs ne sont jamais oubliés. Pendant que les bandidos enterraient leurs frères, la police construisait son dossier contre Timur. Trouver des témoins prêts à parler s'est avéré presque impossible. Le code du silence dans le monde des bikers était absolu. Les personnes qui avaient vu la fusillade ont soudainement affirmé n'avoir rien vu, et les propriétaires de commerces équipés de caméras de surveillance ont déclaré que les images étaient décorrompues. L'enquête a heurté mur après mur jusqu'à une percée inattendue. Des caméras de vidéosurveillance installées à l'extérieur du clubhouse des Bandidos avaient capturé toute la confrontation. Les images montraient tout, enregistré en noir et blanc granuleux. Elles ont fourni aux enquêteurs les preuves dont ils avaient besoin. La fusillade n'a pas seulement détruit la paix entre deux hommes. Elle a brisé le traité de 2008 que les deux clubs avaient négocié avec difficulté après des années de violence croissante. Les Bandidos ont accusé les Hells Angels d'avoir rompu la paix, affirmant que Timur avait exécuté Ashley de sang-froid. Les Hells Angels ont rétorqué qu'Ashley avait provoqué la confrontation en s'approchant avec un couteau. Les deux versions ont été fortement relayées dans les médias et dans la rue, mais la vérité n'avait plus d'importance. La confiance était brisée, et il n'y avait plus aucun moyen de la reconstruire. La direction internationale des Hells Angels était furieuse. La fusillade a fait la une des journaux à travers l'Allemagne. Les médias les ont qualifiés de « club de meurtriers » et les politiciens ont appelé à des mesures répressives contre les gangs de motards. Les Bandidos ont transformé leur deuil en action, organisant des balades commémoratives annuelles en l'honneur d'Ashley. Remember Ashley est devenu un cri de ralliement qui alimenterait la rivalité pendant des années. Le paysage criminel allemand était en train de changer, et les 4 coups de feu de Timur avaient accéléré ce changement. La police a créé des unités spéciales, la surveillance a fortement augmenté, et des agents ont infiltré les clubs sous couverture. Désormais, Timur était en détention en attente de son procès.
Les bandidos voulaient qu'il soit condamné pour meurtre, tandis que les Hells Angels lui fournissaient des avocats et présentèrent son acte comme de la légitime défense. Le procès était prévu pour avril 2010, et il deviendrait l'affaire de bikers la plus médiatisée de l'histoire allemande. Était-ce un meurtre ou de la légitime défense? Toute l'Allemagne observait. Le procès, avril 2010. Le tribunal de Duisburg a été transformé en forteresse. Des détecteurs de métaux étaient installés à chaque entrée, des policiers étaient postés à chaque étage et des tireurs d'élite étaient positionnés sur les toits en face. L'opération de sécurité a coûté des centaines de milliers d'euros. Mais les autorités n'avaient pas le choix. Lorsque deux des plus grands gangs de motards d'Europe se retrouvent face à face dans une salle d'audience, le risque de violence est bien trop réel pour être ignoré. À l'intérieur, la tension était étouffante. Les membres des Hells Angels remplissaient les bancs d'un côté, tandis que les partisans des bandidos étaient assis de l'autre, séparés par quelques policiers et une rage à peine contenue. Les médias occupaient chaque place disponible. Toute l'Allemagne regardait. Timur Akbulut est entré entouré de son équipe juridique, marchant la tête haute sans montrer la moindre peur. La prison l'avait légèrement vieilli, mais il restait musclé et imposant. Lorsqu'il s'est assis à la table de la défense, son regard a balayé les partisans des bandidos sans ciller. Le message était clair, il ne s'excusait de rien. L'accusation avait un dossier simple. Timur avait délibérément conduit devant le clubhouse des bandidos en sachant que cela provoquerait une confrontation. Il avait fait rugir son moteur comme une provocation évidente. Et surtout, il avait apporté une arme chargée. Ce n'étaient pas les actions de quelqu'un cherchant à éviter un conflit. Les images de vidéosurveillance à l'extérieur du clubhouse des bandidos sont devenues la pièce maîtresse de leur dossier. La vidéo montrait la voiture de Timur approchant, Ashley sortant, la confrontation à la fenêtre, puis 4 éclairs lumineux en succession rapide. Ashley s'effondrant, la voiture s'éloignant. Le procureur a diffusé la séquence plusieurs fois, forçant le jury à regarder le moment de la mort encore et encore. La trajectoire de la balle est devenue cruciale. Des experts médico-légaux ont témoigné qu'Ashley avait été touché à l'arrière de la tête. L'accusation a martelé ce point sans relâche. Une balle dans l'arrière de la tête n'était pas de la légitime défense, c'était une exécution. Ashley était en train de se détourner, peut-être de battre en retraite, lorsque Timur a appuyé sur la détente. La défense a raconté une autre histoire. Ashley Elten s'était approché de la voiture armé d'un couteau. Plusieurs témoins ont confirmé avoir vu la lame dans sa main. Il avait lancé des menaces et des défis, laissant Timur avec peu d'options. Timur était arrêté à un feu rouge en territoire ennemi, avec son frère sur le siège passager. Si Ashley avait attaqué à travers la fenêtre, ils auraient tous les deux pu être tués. Le droit allemand reconnaît que se défendre contre une attaque au couteau ne nécessite pas d'attendre d'être poignardé. Puis est venue la révélation. Lors de l'examen des preuves médico-légales, la défense a découvert des résidus de tir sur le pantalon d'Ashley. Pourquoi Ashley aurait-il de la poudre sur ses vêtements s'il n'avait pas été en contact avec une arme à feu? Peut-être avait-il tenté de saisir l'arme de Timur pendant la confrontation. Peut-être qu'Ashley avait sa propre arme que la police n'a jamais retrouvée. La défense a déposé des requêtes pour un nouveau procès, et les médias ont parlé de « découverte choc ». Le juge a finalement rejeté la demande, mais le doute avait été semé. La mère d'Ashley a témoigné, et la salle d'audience est devenue silencieuse. Elle a parlé de son fils, non pas comme d'un membre des bandidos, mais comme de l'enfant qu'elle avait élevé. Elle a décrit l'appel téléphonique que chaque parent redoute, apprenant que son fils de 32 ans était en train de mourir à l'hôpital. Des photos d'Ashley ont été montrées au jury, non pas dans son gilet des bandidos, mais datant de plusieurs années auparavant. Ashley, adolescent. Ashley en famille. Elle a pleuré à la barre, et la salle est restée dans un silence inconfortable. Puis Timur a pris la parole. Son attitude était calme, presque détachée. Il a raconté sa version d'une voix posée. Il rentrait chez lui après son service de videur, avait pris son itinéraire habituel, et Ashley s'était approché de lui avec un couteau en proférant des menaces. « C'était lui ou moi », a déclaré Timur.
J'étais à un feu rouge, mon frère était dans la voiture, un homme avec un couteau était à ma fenêtre en train de me crier dessus. Je me suis défendu. Le procureur a immédiatement attaqué, l'accusant d'avoir cherché délibérément la confrontation, d'avoir apporté une arme chargée, d'avoir tiré sur un homme désarmé dans l'arrière de la tête. Timur n'a pas cédé. Il a maintenu sa version avec une constance inébranlable. Puis est venu le moment qui allait définir le procès. Le procureur a demandé à Timur s'il ressentait du remords pour avoir pris la vie d'Ashley. Sa réponse a été donnée sans hésitation, sans émotion, sans aucune tentative de paraître compatissant. Je regretterais si j'avais fait quelque chose de mal, mais comme je me suis défendu, je n'ai rien à regretter. C'est peut-être malheureux qu'une mère ait perdu son fils, mais mieux vaut que ce soit sa mère qui pleure que la mienne. La salle d'audience a explosé. La famille d'Ashley a crié contre Timur. Les partisans des bandidos ont tenté de se précipiter vers la table de la défense avant d'être maîtrisés par la police. Cette phrase serait diffusée à la télévision allemande pendant des semaines. Timur Akbulut venait de dire à une mère en deuil que la mort de son fils était regrettable mais nécessaire. Août 2010. Après des mois de témoignages, le juge était prêt à rendre son verdict. L'accusation de meurtre a été requalifiée en homicide involontaire. La préméditation n'a pas pu être prouvée au-delà de tout doute raisonnable, mais le tribunal a également rejeté l'argument de la légitime défense. Le raisonnement du juge était précis. Timur avait tiré sur Ashley pour éviter de perdre la face devant des témoins. Il s'agissait d'un crime d'honneur enraciné dans la culture biker, où reculer signifie humiliation et possible exclusion du club. Ashley avait provoqué la confrontation, mais cette provocation ne justifiait pas l'usage de la force létale selon le droit allemand. Timur aurait pu partir lorsque le feu est passé au vert. Il aurait pu blesser plutôt que tuer. Il a choisi la réponse la plus extrême pour préserver sa réputation. La peine, 11 ans de prison. L'expression de Timur n'a pas changé. Il a légèrement hoché la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'il savait déjà. 11 ans, c'était bien mieux que la prison à vie qu'aurait entraîné une condamnation pour meurtre. La famille d'Ashley était dévastée. Sa mère a éclaté en sanglots. 11 ans pour avoir tué son fils semblait être une insulte. Les bandidos étaient furieux. Seulement 11 ans pour un meurtre est devenu leur cri de ralliement. Les Hells Angels voyant les choses différemment. L'accusation de meurtre avait été écartée. Le tribunal avait reconnu le rôle d'Ashley dans la provocation de la confrontation. Timur purgerait sa peine et finirait par être libéré. Les deux clubs ont revendiqué une victoire partielle. Les bandidos pouvaient dire que Timur avait été condamné et envoyé en prison. Les Hells Angels pouvaient affirmer que le tribunal avait reconnu la peur de Timur et réduit l'accusation en conséquence. Aucun des deux camps n'était satisfait, mais chacun pouvait adapter le verdict à son propre récit. Timur Akbulut a été transféré à l'établissement pénitentiaire de Geldern, dans l'ouest de l'Allemagne. 11 années s'étendaient devant lui. Il avait 32 ans lorsqu'il est entré en prison, le même âge qu'Ashley lorsqu'il est mort. Mais la prison ne briserait pas Timur Akbulut. Au contraire, il s'adapterait, survivrait, et construirait quelque chose de nouveau derrière les barreaux. Son histoire était loin d'être terminée. Prison et empire de téléphone. L'établissement pénitentiaire de Geldern est devenu le nouveau monde de Timur Akbulut. La prison, située en Rhénanie du Nord-Westphalie, près de la frontière néerlandaise, abritait certains des criminels les plus dangereux d'Allemagne. Timur y est entré en tant que détenu numéro 4789, juste un prisonnier de plus dans le système. Mais il n'avait aucune intention de n'être qu'un simple numéro. Les 6 premières années ont été les plus difficiles. Les autorités pénitentiaires l'ont classé à haut risque en raison de ses affiliations avec des gangs et de la nature très médiatisée de son crime. Il lui était interdit de travailler, on lui refusait les privilèges que d'autres détenus obtenaient, grâce à des programmes de bonne conduite, et il passait la plupart de son temps dans sa cellule, isolé de la population générale. Cet isolement a donné à Timur le temps de réfléchir. Il observait les autres détenus évoluer dans l'économie carcérale
échangeant des cigarettes et des services, formant des alliances et établissant des hiérarchies. Les mêmes dynamiques qui régissaient les clubs de motards existaient derrière les barreaux, simplement avec des acteurs différents. Et il a réalisé qu'il existait un énorme marché inexploité, juste sous le nez des gardiens. Les téléphones portables étaient strictement interdits dans les prisons allemandes. Les détenus surpris avec des téléphones risquaient des accusations supplémentaires et des peines prolongées. Mais la demande était énorme. Les prisonniers voulaient communiquer avec leurs familles sans appel surveillé, coordonner des activités criminelles à l'extérieur et accéder à Internet. Un téléphone fonctionnel en prison valait son poids en or. Timur a vu l'opportunité et l'a saisie. Il a commencé à faire entrer des téléphones clandestinement à Geldern, via un réseau de gardiens corrompus, de visiteurs et de contacts extérieurs. Certains téléphones arrivaient cachés dans des colis alimentaires. D'autres étaient lancés par-dessus les murs, enveloppés dans un rembourrage, et les coordonnées étaient envoyées par message aux détenus qui les récupéraient pendant la promenade. Des gardiens corrompus, soudoyés par des paiements en espèces à leurs familles à l'extérieur, détournaient le regard lors des fouilles ou participaient activement à l'opération. L'économie était stupéfiante. Un smartphone basique qui coûte 20 € à l'extérieur pouvait être vendu entre 150 € et 200 € à l'intérieur. Timur ne manipulait pas lui-même les téléphones. Il orchestrait tout depuis sa cellule, utilisant des intermédiaires pour distribuer les appareils et collecter les paiements. La rumeur s'est répandue dans la prison. Timur Akbulut pouvait vous procurer un téléphone. Le prospect des Hells Angels était devenu un caïd en prison. En 2014, Timur était incarcéré depuis 4 ans et son activité prospérait. Mais il voulait plus. Il voulait que le monde sache qu'il était toujours pertinent. Alors il a fait quelque chose de presque inédit. Il a donné des interviews depuis la prison. En utilisant des téléphones introduits clandestinement, Timur a contacté des journalistes et a accepté des interviews filmées réalisées secrètement à l'intérieur de Geldern. Les images étaient de mauvaise qualité, mais authentiques. Il a répété sa version de la légitime défense, n'a montré aucun remords pour la mort d'Ashley et a réaffirmé sa déclaration controversée. Mieux vaut que ce soit sa mère qui pleure que la mienne. Les médias allemands ont diffusé ces interviews, déclenchant une nouvelle polémique. Comment un détenu de haute sécurité pouvait-il apparaître dans les médias? Les autorités ont lancé des enquêtes, mais le réseau de Timur s'est avéré difficile à infiltrer. Les gardiens corrompus n'étaient pas prêts à avouer, et les détenus bénéficiant du système sont restés silencieux. Les responsables pénitentiaires ont renforcé la sécurité en réponse. Les fouilles de cellules sont devenues plus fréquentes. Les règles de visite ont été restreintes et de nouvelles caméras de surveillance ont été installées. Mais cette répression n'a fait qu'augmenter la valeur des téléphones. Timur a augmenté ses prix et a continué ses activités. Les années ont passé lentement. 2015, 2016, 2017. Timur a vieilli en prison, passant du début de la trentaine à la fin de la trentaine. Le monde des bikers à l'extérieur a continué sans lui. Les Hells Angels et les Bandidos sont restés enfermés dans leur rivalité. De nouveaux conflits ont éclaté, et la guerre qui avait coûté la vie à Ashley s'est poursuivie. À l'intérieur, la réputation de Timur a grandi. Il est devenu une figure respectée parmi les détenus, non pas par la violence, mais par sa capacité à fournir un service précieux. Il avait transformé sa cellule en centre de commandement, prouvant que les murs et les barreaux ne pouvaient pas contenir l'ambition. En 2018, Timur avait purgé près de 9 ans de sa peine de 11 ans. Une libération anticipée devenait possible selon le droit allemand, permettant aux détenus d'être libérés après avoir purgé les 2/3 de leur peine, s'ils faisaient preuve de bonne conduite. Ses avocats ont affirmé qu'il était prêt. Début 2019, la décision est tombée. Timur Akbulut serait libéré de Geldern après avoir purgé environ 10 ans. Mais sa liberté s'accompagnait d'une condition qui allait tout changer. L'Allemagne ne voulait plus de lui. Les autorités avaient conclu un accord avec les autorités turques. À sa libération, Timur serait immédiatement expulsé vers la Turquie et interdit de revenir en Allemagne. L'expulsion a été dévastatrice.
Timur avait vécu toute sa vie en Allemagne. Il avait grandi à Duisburg. Sa famille s'y trouvait et toute son identité était liée à la scène biker allemande. La Turquie était pour lui un pays étranger malgré ses origines. Il ne parlait pas couramment le turc et il n'y avait aucun réseau, aucun clubhouse, aucun frère. L'expulsion équivalait à un exil. Timur a contesté la décision par des voies juridiques, mais le droit allemand de l'immigration était clair. Les étrangers condamnés pour des crimes graves pouvaient être expulsés quelle que soit la durée de leur séjour dans le pays. La nationalité turque de ses parents signifiait qu'il possédait une double nationalité, donnant aux autorités une base légale pour le renvoyer. Les recours ont été rejetés. La décision était définitive. Puis est venu un autre coup dur. La direction internationale des Hells Angels suivait la situation tout au long de son incarcération et de la procédure d'expulsion. Son affaire avait attiré une énorme attention négative sur l'organisation. Le club valorise la loyauté, mais aussi la discrétion. Timur était devenu un risque. L'annonce officielle est tombée avant sa libération. Timur Akbulut était exclu des Hells Angels Motorcycle Club dans le monde entier. Il n'était plus autorisé à porter le patch, afficher les couleurs ou revendiquer une affiliation avec un quelconque chapitre dans le monde. La fraternité pour laquelle il avait tué afin de préserver sa position l'avait abandonné. Les portes de la prison de Geldern se sont ouvertes début 2019. Timur est sorti libre après 10 ans derrière les barreaux, mais les autorités de l'immigration l'attendaient. Il a été placé dans un avion pour Istanbul quelques jours après sa libération. L'Allemagne, le pays où il était né et avait grandi, où il avait construit sa réputation, où il avait tué un homme à un feu rouge, ne voulait plus de lui. Timur Akbulut partait en exil, privé de son affiliation au club, banni du seul foyer qu'il ait jamais connu. La Turquie l'attendait. Un nouveau pays, une nouvelle vie. Mais Timur avait survécu à une décennie en prison et avait construit un empire derrière les barreaux. L'exil n'allait pas le briser. La question était de savoir ce qu'il deviendrait ensuite. Exil et nouvelle vie. Istanbul. Printemps 2019. Timur Akbulut est descendu de l'avion dans un pays qui était censé être sa patrie, mais qui lui semblait totalement étranger. La Turquie était la terre de ses parents, l'endroit qu'ils avaient quitté des décennies plus tôt à la recherche de meilleures opportunités en Allemagne. Timur n'y avait jamais vécu. Il ne connaissait pas les rues, ne comprenait pas la culture et n'avait pas le réseau qu'il avait soutenu à Duisburg. Il avait 41 ans, venait de sortir de prison, avait été expulsé du seul pays qu'il ait jamais appelé chez lui et avait été privé de l'identité qu'il avait définie pendant 2 décennies. Le patch des Hells Angels avait disparu. L'exclusion mondiale signifiait qu'il ne pouvait revendiquer une affiliation avec aucun chapitre. Les couleurs qu'il portait avec fierté, le patch pour lequel il avait failli mourir, la fraternité qu'il avait soutenue pendant le procès, tout cela lui était désormais interdit. Mais Timur n'avait aucune intention d'abandonner complètement cette identité. Si les Hells Angels ne voulaient plus de lui, il créerait sa propre version de ce qu'il avait perdu. Le premier défi était la survie. Il est arrivé en Turquie avec des fonds limités et sans moyen légal de gagner sa vie. Son casier judiciaire le suivait, rendant l'emploi légitime presque impossible. Mais il avait un avantage, sa réputation. La nouvelle de la fusillade d'Ashley Elten s'était répandue au-delà de l'Allemagne. Les bikers à travers l'Europe connaissaient son nom et cette notoriété, autant qu'elle avait détruit sa vie en Allemagne, est devenue sa monnaie en Turquie. Timur s'est d'abord installé à Istanbul, attiré par la taille et l'anonymat de la ville. Il a renoué avec des membres éloignés de sa famille, qui le connaissaient à peine, mais se sentaient liés par des obligations culturelles de l'aider. Les conversations étaient gênantes. Il savait qu'il avait été en prison, savait qu'il avait tué quelqu'un, et posèrent des questions prudentes qui recevaient des réponses vagues. Timur ne s'intégrait pas dans leur monde de travail conventionnel et de dîners familiaux, et il n'avait aucune envie d'essayer. L'industrie du tatouage est devenue sa première activité légitime. Il avait des contacts avec des tatoueurs issus de ses années dans la scène biker, et l'art corporel était central dans la culture des clubs de motards.
Il a ouvert un petit studio à Istanbul, ciblant les expatriés et les touristes, qui voulaient un tatouage réalisé par quelqu'un lié à la mystique des Hells Angels. Les clients venaient parce qu'ils voulaient rencontrer le célèbre biker germano-turc qui avait purgé 10 ans de prison pour avoir tué un rival. L'activité était modeste mais rentable. Le studio lui offrait une base d'opération, une façade légitime qui expliquait ses revenus et servait de couverture pour d'autres activités. Les autorités turques l'ont laissé tranquille. Tant qu'il ne causait pas de problème, elles avaient des préoccupations plus importantes. Mais Timur voulait plus que survivre. Il voulait reconstruire sa réputation. Les réseaux sociaux sont devenus sa plateforme. Timur a créé des comptes sur Instagram et Facebook, publiant des photos soigneusement mises en scène de lui en cuir, entouré de motos, vivant le style de vie biker. Chaque publication était un message. L'exil ne l'avait pas brisé. L'élément le plus controversé était l'imagerie des Hells Angels. Malgré son exclusion officielle, Timur continuait de porter des objets affichant le logo de la Death Head sur ses photos. Il publiait d'anciennes images de son époque dans le club et entretenait une image en ligne qui brouillait la frontière entre anciens membres et affiliés actuels. La direction internationale du club l'a remarqué mais n'a pas réagi. Timur était en Turquie, loin de leurs opérations principales, et engager un conflit public ne ferait que lui donner plus d'attention. Il s'est étendu au-delà du tatouage en ouvrant un atelier de réparation automobile à Antalya, sur la côte méditerranéenne. L'atelier se spécialisait dans les véhicules de luxe et les modifications de motos personnalisées, attirant des clients fortunés souhaitant être associés à la culture hors la loi. Timur partageait son temps entre Istanbul et Antalya, développant des activités parallèles dans les deux villes. Les ateliers sont devenus des lieux de rassemblement pour les personnes attirées par la culture biker, des Turcs fascinés par le style de vie hors la loi, des expatriés européens nostalgiques de la scène des clubs, des touristes en quête d'expériences authentiques. Timur comprenait le branding mieux que la plupart des entrepreneurs légitimes et exploitait parfaitement sa notoriété. L'argent a commencé à affluer de manière plus régulière. Le coût de la vie en Turquie était nettement inférieur à celui de l'Allemagne, et Timur a construit un mode de vie confortable avec des appartements dans les deux villes, des motos et des voitures de luxe. Pour la première fois depuis la fusillade, il pouvait se déplacer librement sans regarder constamment derrière lui. L'exil qui devait être une punition est devenu une forme de libération. Mais quelque chose manquait. Les Hells Angels n'étaient pas seulement une organisation criminelle. C'était une famille, une fraternité, une identité. Son exclusion avait laissé un vide que les affaires ne pouvaient pas combler. Sa solution a été de créer son propre cercle. Pas un club officiel, ce qui aurait provoqué des représailles, mais quelque chose qui en reprenait l'esthétique sans affiliation formelle. Il a commencé à s'entourer de bikers turcs qui roulaient à moto et adoptaient l'image hors la loi. Les réseaux sociaux ont documenté cette évolution. Timur roulant en groupe, organisant des rassemblements dans ses ateliers, projetant l'image d'un homme qui avait reconstruit ce qu'on lui avait retiré. Puis Natalie Volk est entrée dans sa vie. Elle avait 23 ans, allemande, et déjà célèbre. Volk avait participé à Germany's Next Top Model en 2014, terminant 4e. Après que sa carrière de mannequin ait stagné, elle est devenue connue pour ses relations avec des hommes riches et controversés. Son audience sur Instagram était importante, et elle savait monétiser la notoriété. Timur et Natalie se sont rencontrés en 2020 et leur relation est rapidement devenue publique. Elle a commencé à publier des photos avec lui, documentant leur vie commune en Turquie pour ses centaines de milliers d'abonnés. Les médias allemands ont largement couvert cette relation, la présentant comme une ancienne star de télé-réalité en quête d'attention à travers son association avec un criminel dangereux. Pour Timur, cette relation était un coup stratégique. Natalie lui apportait une nouvelle attention médiatique et une portée sur les réseaux sociaux qui renforçaient son image. Ils apparaissaient ensemble dans des clubs, restaurants et événements. La relation était mutuellement bénéfique, chacun apportant à l'autre ce dont il avait besoin. En 2021, ils ont annoncé leur fiançailles. La demandase a été partagée sur les réseaux sociaux avec une bague en diamant.
Les tabloïds allemands en ont fait leur une, comme s'il s'agissait d'une actualité majeure. Une ancienne candidate de Germany's Next Top Model, fiancée à un ex-membre des Hells Angels, expulsé, devenu meurtrier, constituait un titre vendeur. Mais la relation présentait des fissures que les réseaux sociaux ne pouvaient pas cacher. En octobre 2021, Natalie a été hospitalisée à New York dans des circonstances controversées. Certains rapports évoquaient une maladie, d'autres laissaient entendre des problèmes domestiques. Quoi qu'il en soit, cela a marqué un tournant. Peu après son retour de New York, Natalie a annoncé sur les réseaux sociaux leur séparation. La séparation a été publique et chaotique. Natalie a supprimé les photos de Timur de son Instagram et les a remplacées par des publications énigmatiques sur un nouveau départ. Timur n'a rien déclaré publiquement. Il a simplement continué à publier des photos de sa vie en Turquie, comme si la relation n'avait jamais existé. En 2022, Timur s'était pleinement établi en Turquie. Le studio de tatouage et l'atelier automobile prospéraient. Son audience sur les réseaux sociaux avait atteint des dizaines de milliers d'abonnés. Il continuait de porter des éléments liés aux Hells Angels, malgré son exclusion, conservant l'esthétique qui le rendait commercialisable. La direction du club semblait avoir décidé qu'un conflit avec lui à propos de ses publications n'en valait pas la peine. En apparence, Timur avait construit une vie réussie en exil. Il avait des affaires, une réputation et une liberté dans un pays au climat agréable et avec peu d'ingérence des autorités. Mais derrière les publications Instagram se cachait la réalité d'une séparation permanente avec le monde auquel il voulait appartenir. L'Allemagne lui était fermée pour toujours. Les Hells Angels l'avaient exclu définitivement. La mort d'Ashley Elton lui avait coûté tout ce qu'il valorisait. L'atelier automobile d'Antalya est devenu sa base principale. Il y passait la plupart de son temps, supervisant les réparations et rencontrant des clients en quête d'une expertise authentique du monde hors la loi. Aucun chapitre officiel de club de motards n'existait dans son entourage. Les Hells Angels avaient clairement indiqué qu'ils ne pouvaient revendiquer aucune affiliation et créer un nouveau club nécessiterait des ressources qu'ils ne possédaient pas. À la place, Timur opérait dans une zone grise, entouré de bikers turcs qui roulaient avec lui sans être formellement organisés. Sa réputation restait mondiale, malgré son isolement physique. Les bikers en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique connaissaient toujours son nom. L'histoire de la fusillade, du procès, de l'empire de téléphones en prison et de l'expulsion était devenue une légende. Les jeunes prospects des chapitres des Hells Angels entendirent parler de Timur à la fois comme d'un avertissement et comme d'un exemple de quelqu'un ayant pleinement vécu cette vie. La Turquie était désormais son foyer, qu'il le veuille ou non. Il roulait à moto à travers Istanbul et Antalya, toujours en cuir, projetant toujours l'image d'un homme appartenant à quelque chose de plus grand que lui. Mais le patch dans son dos avait disparu. Timur Akbulut était un homme en exil permanent, vivant dans l'ombre d'une fusillade survenue le 8 octobre 2009 à un feu rouge à Duisbourg. Ce moment avait défini tout ce qui avait suivi et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Timur Akbulut a tiré 4 balles pour protéger sa réputation. En retour, il a perdu sa liberté, son pays et la fraternité pour laquelle il avait tué. Il roule toujours à moto à travers la Turquie, porte toujours le cuir, publie toujours des photos comme si rien n'avait changé. Mais le patch des Hells Angels a disparu. L'Allemagne lui est fermée pour toujours et la mère d'Ashley Elton attend toujours des excuses qui ne viendront jamais.